docteur Emmanuel Perret. Docteur Perret est pédopsychiatre, praticien hospitalier, responsable de l'unité fonctionnelle d'addictologie du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHU Robert Debré. Justement. Et la présentation. Justement. Voilà. Merci. Vous avez juste appuyé sur cette petite flèche. D'accord, merci. On vous écoute, il y a pareil, à peu près une trentaine de minutes. Oui, alors je vous remercie de m'avoir fait intervenir dans cette journée qui est très riche d'apprentissage également pour moi. Donc, effectivement, je travaille dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré et je dirige une équipe d'addictologie. Et donc, je vais passer assez vite sur les définitions parce que il y en a plusieurs et qui évoluent comme évolue l'usage, c'est-à-dire de façon extrêmement exponentielle, et on a toutes les peines du monde à avoir des vraies recherches qui permettent de mettre des mots et de comprendre ce qui se passe. Donc, on parle de cyberviolence, de cyberharcèlement, de cyberbullying, des propos diffamatoires, du harcèlement et de la discrimination, la divulgation d'informations personnelles et de propos humiliants, agressifs, vulgaires. Et on est passé assez rapidement, en fait, à des images et des sons avec des médias qui sont de plus en plus évolutifs. Et dans cette dimension de cyberharcèlement, où le harcèlement qui existait avant, il y a une amplification de la violence de par l'anonymat des agresseurs qui se sentent derrière leur écran tout à fait en sécurité et qui osent plus de violence que s'ils étaient en face de leurs victimes, qu'ils ne voient pas et dont il n'y a pas effectivement ce que disait monsieur Morin, je crois, Moreau, cette empathie. Hein, donc il y a une perte totale d'empathie. Il y a la victime, en général, ils connaissent leurs agresseurs. Et ils se retrouvent en situation donc d'un déséquilibre de pouvoir et un sentiment d'impuissance accru. Donc ça aggrave la victimisation et les capacités de dissémination aussi, de par la force de l'outil utilisé, fait qu'elles sont démultipliées. Le harcèlement a lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permanent. Et il peut être divulgué de façon extrêmement rapide et par n'importe qui. Donc, il y a plusieurs formes: diffusion de messages, textes, images, photographies commentées, agrémentées de sons. Plusieurs moyens. Donc, on est passé de l'email, SMS, messagerie instantanée, aux SMS et aux réseaux sociaux. Et surtout, ces outils sont nomades. Et ils sont personnels de par les smartphones qui sont connectés en tout lieu et en tout temps. Donc cette permanence aggrave la violence. Les écrans. Alors les écrans, l'usage des écrans, ça, monsieur en a parlé. On est confronté à une évolution ultra rapide. On a toutes les peines du monde à comprendre et du coup à adapter nos messages de prévention. Et on sait que les enfants, les petits-enfants, ont des écrans de plus en plus jeunes. Les taux d'équipement à 17 ans en 2017, vous voyez que c'est majeur puisque 99,4% à 17 ans des jeunes ont un smartphone. Les opinions des jeunes de 17 ans par rapport à leurs usages de réseaux sociaux sont étonnants. En fait, l'étude Escapade en 2017 montre que, et notamment les filles, sont très conscientes
elles pensent qu'elles passent trop de temps connectées sur les réseaux sociaux. Donc ça ne sert jamais à rien que d'envoyer des messages de prévention. Ils conscientisent qu'ils peuvent être de mauvaise humeur s'ils n'ont pas pu passer assez de temps sur les réseaux sociaux. Et ils reconnaissent que leurs parents disent qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Alors, nous, à Robert Debré, dans notre consultation d'addictologie, depuis 2009, on a des demandes exponentielles de consultation pour des problématiques écran. Alors, 2009, c'était les jeux vidéo, et puis aujourd'hui, c'est vraiment les écrans. Les parents sont très inquiets. On a un biais de recrutement parce que quand même, on est un service hospitalier dans un hôpital universitaire et que arrivent pour nous voir quand même des situations graves. Donc, c'est rarement pour rien que des parents franchissent la porte du service. Le temps passé sur les différents supports est estimé de façon assez précise pour ce qui est de l'ordinateur, de la télévision, des consoles de jeux, des tablettes. Mais on a toutes les peines du monde à identifier le temps passé sur les smartphones et les téléphones. Et en fait, on essaye d'évaluer en négatif. Et en fait, dans les études épidémiologiques, on va demander aux jeunes combien de temps il ferme son smartphone pour avoir une estimation du temps passé, puisque ils sont juste comme nous, c'est-à-dire que nous, adultes, on est aussi très cramponnés à notre téléphone portable. Force est de constater. On a tous un téléphone sous le nez. Et donc, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. La prévalence du cyberharcèlement, donc, elle a été évaluée et précisée ce matin. Les enquêtes sont pas très récentes, mais quand même en France, on a une prévalence du cyberharcèlement qui est de 16,4% dans l'étude de 2013. Une victime sur 5 a signalé être à la fois victime et agresseur. Donc il faut savoir que c'est quand même assez fréquemment en lien. Blaya, en 2013, a interrogé 3200 participants de 11 ans à 16 ans et elle rapporte que 42% des jeunes interrogés ont été victimes de cyberviolence dans l'année. Donc c'est pas négligeable. Les étiologies et les facteurs de risque. On sait qu'il y a un lien entre le cyberharcèlement et le harcèlement. Un tiers des victimes de cyberharcèlement sont aussi victimes de harcèlement. Et un cyberagresseur sur 4 est aussi agresseur hors ligne. Donc il y a quand même des trajectoires qui se recoupent. La cyberviolence est très souvent une violence de proximité et qui a lieu dans les cercles sociaux préexistants à la vie en ligne. Et il s'agit d'une violence anonyme. La victime connaît très souvent son ou ses agresseurs avec qui elle partage certains espaces, notamment le milieu scolaire. Et le pourcentage des jeunes impliqués dans le harcèlement, à la fois en ligne et hors ligne, est faible, tant pour les victimes que pour les agresseurs. Donc on a des conclusions contradictoires qui sont peut-être identifiables par ce que nous a présenté le commissaire tout à l'heure. L'évolution. Donc, dans les années 2010, le harcèlement traditionnel était plus fréquent que le cyberharcèlement et la tendance s'inverse largement et très vite. Le cyberharcèlement est plus important chez les élèves du primaire. Or, c'est là où il y a le moins d'études qui sont faites.
Et par contre, le cyberharcèlement ne diminue pas avec l'âge. Donc encore, dans les populations de jeunes adultes, on a encore cette persistance de cyberharcèlement et elle affecte de manière plus importante les populations les plus jeunes qui sont moins armées pour se défendre. Les filles sont 1,3 fois plus à risque d'être cybervictimes que les garçons. Et elles sont plus souvent victimes de sollicitations sexuelles indésirées. Mais les garçons qui sont victimes de cyberharcèlement le sont souvent en raison d'une homosexualité réelle ou supposée par les autres. Donc il y a énormément de sexisme. Les facteurs de risque, bien sûr, c'est le temps passé en ligne. Et on a vu ce matin que le temps augmente de façon très rapide. Également, une forte présence sur les réseaux sociaux associée à la publication d'informations personnelles, de documents, de photos de l'ordre de l'intime, d'où l'importance d'une prévention. L'isolement social, le rejet par les pairs, le lien avec la fréquentation de pairs déviants ou eux-mêmes auteurs de cyberviolence est retrouvé par les différentes études. Donc, dans les facteurs étiologiques de la cybervictimisation, on retrouve une faible estime de soi, des problèmes de comportement. Pour ce qui est de la cyberagression, on retrouve des comportements difficiles, des perceptions négatives de la qualité de vie, de l'expérience scolaire et de la solitude. Et on doit rechercher, quand on est confronté à des situations comme ça, ce qui est en dessous de l'iceberg. Le cyberharcèlement ou l'arrivée pour violence sur une consultation doit faire évaluer l'existence éventuellement d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de troubles oppositionnels persistants, de troubles du spectre autistique qui mettent en difficulté ces jeunes pour rentrer en contact avec leurs pairs et qui sont souvent sous-évalués, sous-diagnostiqués. C'est bien malheureux, mais là aussi, les bras nous en tombent et les moyens aussi, puisque pour avoir un diagnostic de trouble du spectre autistique, à Robert Debré, dont c'est quand même la spécialité, il y a 1 an d'attente. Donc en termes de perte de chance, c'est un scandale. On ne peut pas travailler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a démissionné ce matin de nos fonctions administratives. On va rechercher des troubles de l'apprentissage qui sont passés inaperçus. On n'est pas tous égaux face au repérage en situation scolaire de ces troubles 10. Et puis, évidemment, comme la vie est très injuste, il y a aussi tous ces enfants qui sont victimes de violences, qui sont psychotraumatisés dans des contextes de violence conjugale. Et en France, on ne regarde pas ce qui se passe chez les gens trop. Et donc, ils sont confrontés, ils sont peut-être eux-mêmes victimes de maltraitance, voire de négligence. Et puis, avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'usage des écrans des parents, on n'est pas encore à l'heure de... Parce que c'est une forme de négligence que de regarder son téléphone portable et de mettre le téléphone. J'ai des patients qui me racontent qu'ils ont vu d'autres parents accompagner leur enfant avec une vidéo sur le smartphone à l'école maternelle. Pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne pleurent pas, pour que ça soit moins douloureux pour tout le monde, etc. Donc, il y a quand même effectivement du boulot en prévention. Je travaille aussi, je digresse un peu, mais je travaille aussi en périnatalité. Et je pense qu'à cet endroit-là, je pleure de ne pas avoir le temps de le faire,
mais il faut vraiment former les futurs parents à comment se construit le cerveau d'un enfant dès l'intra-utéro. Je ne sais pas ce que ça fait qu'un téléphone sur le ventre d'une maman enceinte. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'études encore là-dessus. Il y a juste des champs immenses de recherche et de prévention à faire. Mais à mon avis, la prévention, elle est en maternité, auprès des futurs parents. Alors après, effectivement, on pourrait expliquer aux jeunes femmes et jeunes garçons en âge de procréer comment se construit le cerveau. Tout ça, ils y ont accès, avec des vidéos très très bien faites qu'on pourrait faciliter. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un média tout à fait remarquable qui s'appelle MAD Digital, qui est constitué de petites vidéos qui durent 2-3 minutes, qui expliquent le fonctionnement des neuromédiateurs et du psychisme et des addictions, qu'on trouve gratuitement sur Internet, et qui, en fait, sont des vidéos fabriquées par des adolescents qui passent une année en classe de 3e avec des chercheurs de l'INSERM et qui sont donc au top de ce qu'on sait du fonctionnement neurobio à l'heure actuelle, et qui sont, pour moi, des outils pédagogiques, même dans ma consulte. Et puis, il y a l'accompagnement éducatif, le soutien à la parentalité, qui est des fois très, très, très défaillant. Pour les plus jeunes, l'absence d'accompagnement parental dans les activités en ligne, avec effectivement cet accès, il suffit qu'il y ait un adulte qui ait pris l'ordinateur juste avant, et on sait combien d'adultes regardent du porno, pour que le gamin qui arrive sur la session juste 3 minutes après, bing, il est à visionner des scènes porno. Et ça, tout petit. Et c'est une violence, une agression similaire quand même à une agression sexuelle. Et donc nos enfants ne sont pas du tout préparés à voir ce genre de choses, et ça fait des traumatismes psychiques. Et on a, j'ai dans ma consultation quelques situations aussi de jeunes qui me sont adressés pour une addiction au porno. Et des jeunes 11-12 ans, qui sont de façon compulsive sur des sites porno. Il y en a même un qui est devenu adulte et qui est actuellement accusé d'avoir harcelé une jeune pour qu'elle lui envoie des nudes, et donc qui est en procédure. Et en fait, ce jeune a eu des particularités dans son comportement. Je pense qu'il n'est pas très loin d'avoir des troubles du spectre autistique, qui fait qu'il a du mal à être en lien avec ses pairs, et lui-même a été victime de négligence et confronté à du pornographie, à des films pornographiques qu'il a regardés avec des copains très jeunes. Et il s'en souvient très bien. Il avait juste 8 ans. Et il est arrivé à la consultation parce que le CMP avait fait un signalement suite à des révélations qu'il avait fait à la psychologue qui le suivait, d'attouchement sur son petit frère. Voilà. Et ce jeune va avoir besoin de soutien et d'un suivi très très long, parce qu'effectivement, il est exactement dans la situation que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va se promener avec un casier judiciaire très très longtemps, alors que il est victime au départ. Hein ?
Et nous-mêmes, psychiatres, on est bien en peine de travailler là-dessus de façon cohérente. Par ailleurs, il a été démontré que l'accompagnement coercitif et prohibitif est également totalement inefficace, voire même pousse dans l'autre sens. Les relations interpersonnelles difficiles en ligne et hors ligne sont fréquemment retrouvées, donc avec des ruptures d'amitié, des relations amoureuses. L'envie et la jalousie sont poussent souvent plutôt les filles à ce qu'on appelle le slut-shaming, c'est faire honte aux salopes. C'est-à-dire que les jeunes filles reprennent à leur compte tous les critères de reproduction de domination masculine. Et là, on a aussi des efforts à faire, énormément. Les conséquences, c'est des sentiments de colère, de tristesse, de peur, de honte et des très hauts niveaux d'anxiété, avec des consommations d'alcool et d'autres drogues. Et là, effectivement, j'ai travaillé un petit peu pour faire cet exposé et j'ai pris la mesure du peu de connaissances réelles que j'avais sur cette problématique de cyberharcèlement et que je vais rechercher au même titre qu'on recherche les violences faites aux femmes en posant des questions. Je suis certaine que si on n'interroge pas les jeunes sur le cyberharcèlement, on aura la moitié du quart des situations qui seront décrites parce qu'ils ne vont pas le dire, parce qu'ils ont peur et qu'ils ont honte. Et donc il faut aller le chercher avec des mots qu'il faut apprendre. Et les consommations, donc les consommations d'alcool et d'autres drogues, ça c'est mon pain quotidien, et les troubles de comportement alimentaire également. Ça développe des problèmes psychosociaux, des problèmes internalisés, des difficultés d'intégration sociale qui sont perçues, des détresses psychologiques, des insomnies, des problèmes qui vont perdurer très longtemps. Et plutôt chez les cyberagresseurs, on voit plutôt des problèmes externalisés d'agressivité globale et d'associabilité. Ça a un impact majeur sur la vie scolaire et on les voit en situation de phobie scolaire, de déscolarisation, d'absentéisme. Ils font souvent, ils arrivent souvent sur un signalement du rectorat pour absentéisme. L'impact sur le développement, les filles sont plus affectées par la cyberviolence avec des niveaux d'anxiété et de dépression plus importants, des capacités de concentration en milieu scolaire qui sont moindres que les garçons, mais les conséquences sont extrêmement négatives également sur les garçons qui sont plus souvent auteurs-victimes et qui développent des problèmes d'ordre psychologique, physique et scolaire. Donc l'évolution peut aller vers des troubles psychiatriques, pour le coup, avec des comportements autodestructeurs, mutilation, scarification, tentative de suicide, anxiété, dépression, qu'il faut prendre en charge. Et là aussi, l'accès à une consultation de pédopsychiatre est en dessous de ce qui, largement en dessous de ce qu'il faudrait. Une cybervictime sur 4, soit 21%, affiche des scores de dépression élevés et mettent plus de temps à se remettre d'un épisode de cyberviolence que de cyberharcèlement, que d'harcèlement scolaire. Donc les conséquences sont plus longues. Les conséquences vont jusqu'à l'âge adulte. Il y a une étude toute récente de 2019 qui montre que la maltraitance infantile, et là encore je rejoins madame, c'est vraiment de la maltraitance infantile et on est très nuls pour protéger nos enfants puisque nous-mêmes on est très handicapés par rapport à cet outil qui manipule bien mieux que nous. Et donc se sont associés à des comportements suicidaires qui ne sont pas médiés par des pathologies mentales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait forcément une pathologie mentale pour qu'il y ait une dépression après une maltraitance.
Donc on a vraiment, vraiment intérêt à regarder les choses et prendre en compte la mesure des conséquences d'une maltraitance. Les stratégies de coping, alors les filles sont meilleures que les garçons, elles parlent plus facilement à un adulte. Mais en règle générale, quand même, il y a plutôt des stratégies d'évitement. Parce que quand on a affaire à des enfants, ils ont tendance à penser qu'on va rigoler ou qu'on va penser que ce sont des enfantillages. Hein, et à sous-déclarer ce qui passe. Et puis, par ailleurs, les parents qui sont en première ligne sont souvent pas du tout au courant de toutes ces capacités qu'ont leurs enfants à rentrer en contact et à être dans des situations de harcèlement via leur smartphone. Il faut savoir aussi que dans ma consultation, où les parents viennent avec jeux vidéo, ils passent trop de temps sur les smartphones, c'est pas du tout rare et c'est très récent que des jeunes aient plusieurs téléphones portables. Donc, ils en ont un confisqué par les parents, donc on essaye de renforcer les compétences parentales en disant aux parents que c'est bien de prendre le téléphone, le smartphone vers 22h. Mais quand on a bien fait alliance avec le gamin, il nous raconte que de toute façon, en fait, il en a un autre qu'il allume dans son lit la nuit et avec lequel il continue à chatter. Et, donc, voilà, ça c'est la réalité des choses. J'ai rencontré la semaine dernière un jeune très livré à lui-même, qui a un trouble déficit de l'attention à n'en pas douter, qui consomme du cannabis à qui mieux, et qui me raconte des prises de risques, mais des prises de risques majeures. Un jeune qui a 15 ans et qui, l'année dernière, sur Snapchat, pouvait acheter, ça c'est Snapchat, pour 500 €, il avait 5000 € en billets. Donc il y a tout un tas de délinquances possibles qui sont incroyables, que vraiment, on a vraiment intérêt à prendre la mesure de ce que c'est que ces outils-là. Hein. Alors bien sûr, c'est pas la majorité, mais voilà, c'est quand même des choses qui existent dans la vraie vie, qui sont assez impressionnantes. La loi du silence prévaut par honte ou peur de répression de la part des agresseurs, donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est effectivement des jeunes qu'il il va falloir creuser, faire alliance et aller chercher les informations en les questionnant. La conclusion, donc, c'est que cette cyberviolence est un vrai problème considérable qui touche presque un élève sur 4 en situation scolaire, que donc c'est un vrai problème de santé publique, que le développement des outils nomades rend complètement caduque la perception de ne pas mettre d'ordinateur fixe dans la chambre des parents et tous ces messages qu'on s'est appliqués à donner et qui sont déjà complètement caduques. Les cyberagresseurs présentent des scores d'agressivité globale et d'associabilité élevés, donc il faut le savoir. Et les élèves qui sont impliqués en tant que cybervictimes se caractérisent par des problématiques internalisées de dépression qui peuvent être très longues à prendre en charge et à soigner. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment, c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. On va passer aux questions, à la fois pour Maître Athias et Dr Perret, allez-y, on a un peu de temps, je pense. On a un quart d'heure de questions devant nous, royal, magnifique. Ils sont où les maisons, les autres ?
va vous donner un micro. Il y a un monsieur qui a une question. Monsieur ? C'est juste pour commencer les premières questions. Non, moi j'ai pas mal travaillé une époque sur la lutte contre les discriminations, et c'est vrai qu'on incitait beaucoup les jeunes et les personnels éducatifs à se rapprocher du défenseur des droits. Parce que donc Madame Mathias a parlé donc de ce qui se passe dans les tribunaux, mais en amont du tribunal, on a besoin peut-être un premier niveau d'information. Donc, est-ce que les représentants du défenseur des droits dans les régions est informés de ce type de sujet? Est-ce qu'on peut inciter les familles ou les ados à se reporter vers le défenseur des droits? Bah, écoute, je fais partie du collège du défenseur des droits en ce qui concerne le collège enfant. Donc c'est au prochain, et même cet après-midi, puisqu'on se voit pour autre chose, je vais pouvoir évoquer ce sujet. Je ne suis pas sûre, mais je ne vais pas m'engager pour lui, que véritablement il y ait un travail suffisant qui soit fait là-dessus. Ce serait peut-être une des pistes à travailler, notamment en amont, avec aussi d'ailleurs notamment un autre sujet, c'est que le défenseur des droits vous dit en permanence, et notamment Geneviève Avenard, qui est la défenseure des enfants, que le défenseur des droits n'est pas du tout saisi de ces problématiques. Pas du tout. C'est-à-dire que autant il peut y avoir ou enfants ou parents qui le saisissent sur des quantités de sujets, des problématiques scolaires et autres, mais pas là-dessus. Donc, si vous voulez, je vais l'interroger pour savoir si les délégués sont formés. Alors, il y aurait aussi, vous savez que le défenseur des droits a des jeunes qui s'appellent les JAD, qui vont dans les établissements et dans les collèges. Il y aurait peut-être une formation à faire, à monter, pour ces jeunes ambassadeurs et qui donc interviennent dans les établissements sur ce sujet. Parce que du coup, comme vous disiez, comme disait le docteur Perret, si on ne parle pas du sujet et si on ne pose pas des questions, les enfants ne parlent pas. Donc, à partir du moment où le sujet est véritablement évoqué, et des personnes de leur catégorie d'âge, puisqu'en général, les jeunes ont entre 18 et 20 ans, du coup, ça peut permettre que la parole se débloque et surtout que les victimes ne restent plus dans l'isolement dans lequel elles sont en permanence. Très bonne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Gwenaëlle Boulet, je suis de Bayard Presse. On essaie de faire tout un travail justement de prévention avec mon travail avec vous en particulier. Ma question, c'était que nous, on invite beaucoup à appeler le 119, à se tourner vers les institutions, et on se demande toujours si derrière ça suit. C'est-à-dire, est-ce que quand on fait un travail qui dit aux enfants osez aller parler de ce qui vous arrive, osez aller déclarer ça, faire confiance à des adultes, et ben des fois on se demande si on fait le bon travail, parce que si derrière ça suit pas, est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose de contre-productif? Alors, là aussi on est entre nous, donc on va parler tranquille. En ce qui concerne, alors le 119, je sais que pour avoir fait des formations là-bas aux écoutants, comme on dit, je sais qu'en général il y a toujours une suite, sauf qu'effectivement les gens ne sont pas du tout informés. Et là, j'aimerais dire un tout petit mot sur les CRIP, puisqu'on a Madame Orsoni, peut-être encore. Voilà. Là, il y a, une vraie question à travailler ensemble sur ce qui se passe, les suivis, et notamment, je me souviens, il y a 2-3 ans, d'ailleurs la CRIP était venue après, intervenir notamment auprès des proviseurs scolaires qui étaient très en demande, parce qu'avec un déficit d'infos concernant le suivi, lorsque eux-mêmes ont pu faire un signalement, entre guillemets, à la CRIP. Nous-mêmes, avocats, on va faire une formation là-dessus le 5 février, où certains, on va nous expliquer les histoires. On est aussi dans un flou totalement artistique. Et on se rend compte aussi de quelque chose, c'est de manière générale, c'est que quand, y compris un professionnel, a l'impression qu'il a fait un signalement à la CRIP, ensuite,
il a moins besoin de se préoccuper parce que les choses sont prises en main. Donc, avec un effet qui peut être l'inverse de celui qu'on cherche. Donc, on a vraiment besoin de cette fameuse CRIP et qu'elle nous explique, qu'elle s'ouvre, qu'on comprenne comment, si on peut avoir des retours, comment, enfin bref. Voilà. Oui, alors juste, nous on a quand même l'habitude beaucoup à Robert Debré de travailler avec la CRIP, que même quand on est dans des situations où on ne sait pas, on les appelle directement. Il y a un médecin à la CRIP avec qui on peut échanger. Voilà. Mais effectivement, je n'ai jamais fait encore d'informations préoccupantes sur des situations de cyberharcèlement. Mais par contre, je pense que maintenant, je vais en faire. Alors, je vais répondre rapidement pour la CRIP, effectivement. Alors, par rapport au 119, donc tous les 119 nous sont effectivement envoyés. Ce qu'on constate, c'est une augmentation quand même de ces faits qui nous arrivent. C'est exponentiel depuis quelques années. Donc ça viendrait, nous on fait l'hypothèse en tout cas que le sujet commence à émerger, à arriver, que les professionnels y sont de plus en plus sensibilisés et que donc on en parle aux jeunes et qu'on leur donne de mieux en mieux ces portes d'entrée. Il y a encore du travail à faire et je vous rejoins complètement sur l'idée qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus encore en partenariat. Sur le principe de ce qui est fait, donc à la CRIP, tout 119 est traité. C'est une obligation légale. Donc, en première intention, ce qui va plutôt être fait, c'est d'aller voir le jeune. Et on va souvent passer par les établissements scolaires, plutôt que sur le versant tout de suite de la judiciarisation et de la transmission au niveau du parquet. Quand les faits sont extrêmement explicite au téléphone avec l'écoutant, il arrive parfois que nous fassions directement des transmissions au parquet, mais c'est plutôt rare. La première intention, c'est plutôt d'aller rencontrer les jeunes, rencontrer les familles et de partir en évaluation de protection de l'enfance. Donc je dirais que le dispositif, comme il est pensé, il est plutôt bien pensé. Maintenant, je vous rejoins qu'on a du progrès à faire sur l'outillage des professionnels, comment on évalue ces situations. Je suis très contente, docteur Perret, que vous ayez abordé cette question des signaux faibles et de tout ce qu'il faut aller investiguer autour de ces questions et comment on pose la question à ces mineurs. C'est-à-dire que je pense que les professionnels sont mal et peu encore outillés et on a beaucoup besoin de formation sur les questions qu'on va poser à ces ados pour obtenir ces informations-là. Oui, bonjour. Carole Gilles-Massadel, coordonnatrice au 119, comme nous sommes cités, vu que c'était la peine de prendre la parole. Très rapidement, je vais simplement confirmer l'augmentation des situations, bien sûr. On est très très vigilant, surtout dans les entretiens avec les mineurs. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il fallait poser les questions. Les écoutants, effectivement, posent des questions. C'est rarement la porte d'entrée, ça peut, mais c'est rarement la porte d'entrée. Donc tous les entretiens avec les mineurs, c'est en tout cas une question qui est dans la tête des écoutants. Effectivement, d'aller sur ce terrain cyber, parce qu'il y a cyberharcèlement, mais il y a tout ce qu'on a vu ce matin, de la plus petite à la plus grave infraction et sans hiérarchie, bien sûr. Alors, les entretiens avec les mineurs, c'est une porte d'entrée, c'est le point de départ et effectivement, les échanges avec les CRIP sont très précieux parce que nous, ce qu'on sollicite en faisant une IP, une information préoccupante, c'est souvent, bien sûr, une intervention judiciaire, mais pas que, c'est une intervention auprès des familles. On est très soucieux. Et puis, les entretiens avec les familles, c'est très précieux aussi parce qu'on va les préparer à la suite. Lorsque les familles découvrent ce qui se passe dans le téléphone et dans la vie de leur enfant, c'est précieux aussi de pouvoir leur expliquer ce qui va se passer et de ne pas les leurrer. Souvent, on explique que ça va être long, difficile et compliqué. Donc, c'est cet accompagnement-là qui est très, très important. En tout cas, les situations sont de plus en plus importantes avec des enfants de plus en plus jeunes. C'est aussi ce qu'on constate dans les évolutions. Voilà.
Bonjour, Elisabeth Duforet, je suis conseillère technique sociale à la direction académique du Val d'Oise, donc éducation nationale. Donc en amont de tout ce qui a été dit, je confirme qu'on est en augmentation des signalements qu'on fait par rapport au cyberharcèlement et qu'on travaille effectivement, alors nous c'est la CRIP du 95, très en lien au quotidien avec les CRIP. Nous ce qu'on fait, et je pense que ça va dans votre sens, c'est qu'on a deux entrées. On a de plus en plus de jeunes qui viennent voir les collègues assistants sociaux pour dire qu'ils sont victimes de cyberharcèlement. Effectivement, on a des formations, on essaye de se former au quotidien par rapport à ces entretiens. Mais nous, on a deux entrées, c'est-à-dire qu'on fait un signalement au parquet, effectivement, et qu'on se pose la question de la protection de l'enfance. À chaque fois, on a cette double interrogation, c'est-à-dire signaler les faits, puisqu'on est sur des délits, ce que vous disiez, et puis aussi comment on protège ses enfants avec tous les indicateurs que vous avez donnés. Et nous, à chaque fois, systématiquement, on a ces deux entrées, c'est-à-dire le côté, effectivement, prise en charge parquet et protection de ces enfants qui ont été victimes ou pas. Enfin, vous voyez, on a à chaque fois, en tout cas, ce réflexe-là. Mais je confirme, on en a de plus en plus et on fait de plus en plus de signalements au parquet pour du cyberharcèlement, des cyberviolences. Et les jeunes viennent nous en parler de plus en plus, en tout cas. Oui, enfin, en tout cas pour le 95. Bien, on ne va plus prendre de questions. Désolée, on s'arrête là. Merci beaucoup pour vos interventions.